Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'Afrique n'était qu'un mensonge? Un président africain dévoile aujourd'hui au monde une vérité fracassante, un secret enfoui depuis des décennies, prêt à réécrire l'histoire telle que vous la connaissez. Attendez-vous à être sidéré par la façon dont une voix audacieuse fait vaciller les fondations d'une illustre université britannique ce matin-là. L'atmosphère au théâtre Kingsbridge était électrique. Le grand amphithéâtre de l'université prestigieuse était plein à craquer. Des étudiants curieux, des professeurs respectés, des diplomates venus du monde entier s'étaient réunis dans l'attente d'un discours qui promettait d'être mémorable. Au pupitre se tenait Jonathan Carrington, un professeur influent mais controversé, connu pour ses positions radicales sur l'histoire des civilisations. D'une voix assurée, presque froide, Carrington commença son discours. Dès ses premières phrases, un frisson parcourut l'assemblée. Il affirma sans détour que l'Afrique n'avait jamais apporté la moindre contribution valable à la civilisation humaine. Ces mots frappèrent la salle comme une onde de choc. Des murmures indignés montèrent lentement dans les rangées. Certains étudiants échangèrent des regards consternés, d'autres baissèrent les yeux, embarrassés. Mais Carrington continua, ignorant les tensions qu'il venait de provoquer. Selon lui, seule la civilisation occidentale méritait d'être considérée comme véritable source du progrès humain, à cet instant précis. Dans les rangées réservées aux invités d'honneur, un homme se leva lentement. Tous les regards se tournèrent vers lui. C'était Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Son visage exprimait une sérénité tranquille, mais son regard brûlait d'une détermination profonde. Il fixa Carrington sans prononcer un mot, défiant silencieusement l'affirmation blessante que celui-ci venait de formuler. Dans ce silence tendu, chacun sentit instinctivement que la réalité allait bientôt être remise en cause. La vérité, trop longtemps étouffée sous des préjugés tenaces, était sur le point de refaire surface. Enfin, libre. Pendant quelques instants, personne n'osa bouger dans la grande salle du théâtre Kingsbridge. L'affirmation brutale du professeur Carrington résonnait encore dans l'esprit des étudiants. Puis, un bourdonnement inquiet s'éleva lentement, s'intensifiant progressivement. Des visages crispés échangèrent des regards choqués. Les murmures devinrent rapidement des voix indignées. Assis au premier rang, un étudiant leva timidement la main. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'il demanda au professeur Carrington de clarifier sa déclaration. Celui-ci répondit avec dédain, insistant sur le fait qu'il ne faisait que rappeler une vérité historique. Selon lui, évidente. La colère gagna alors une partie de l'auditoire. Plusieurs jeunes étudiants commencèrent à protester, certains secouant la tête avec incrédulité, d'autres exprimant à haute voix leur désaccord. Mais Jonathan Carrington resta ferme, presque provocateur. Devant cette agitation qu'il semblait avoir anticipée et même recherchée pendant ce temps, Ibrahim Traoré restait debout, silencieux, observant la scène avec calme. Sa présence imposante ne passait pas inaperçue. Bientôt, toutes les voix indignées se calmèrent peu à peu, chacun remarquant cet homme à l'attitude digne et sereine, debout dans l'ombre. Le professeur Carrington, visiblement agacé, remarqua finalement la silhouette de Traoré. D'un geste presque dédaigneux, il lui demanda d'une voix sèche, « Monsieur, souhaitez-vous intervenir ?» Tous les regards convergèrent alors vers Ibrahim Traoré. Celui-ci hocha légèrement la tête, et d'une voix claire et posée, répondit « Oui. Professeur, il est temps que la vérité soit enfin dite. » À cet instant précis, la salle entière sentit qu'un tournant décisif était en train de se produire. L'audience attendait désormais avec impatience que cet homme révèle au monde ce qu'il avait à dire. Après les mots calmes mais fermes d'Ibrahim Traoré,
Le silence s'imposa à nouveau dans le théâtre Kingsbridge. Tous les yeux fixaient désormais cet homme. Debout face à une assemblée tendue et attentive. Beaucoup parmi les étudiants présents ne le connaissaient pas vraiment. Qui était-il exactement? Pourquoi ce président africain semblait-il si déterminé à défendre l'honneur d'un continent entier? Ibrahim Traoré était connu pour être un dirigeant discret, mais profondément respecté. Sa réputation dépassait largement les frontières de son pays. Le Burkina Faso, homme cultivé, diplomate talentueux, il avait toujours évité les conflits inutiles. Mais cette fois-ci, face aux propos du professeur Carrington, il ne pouvait plus rester silencieux. Traoré savait parfaitement ce que signifiaient les préjugés et la discrimination raciale. Il avait grandi dans une Afrique fière de ses racines, mais trop souvent blessée par les clichés de l'Occident. Son calme apparent cachait une douleur profonde, née de décennies de mépris et d'ignorance volontaire, tandis qu'il montait lentement vers le pupitre. Chacun pouvait percevoir sa détermination tranquille. Il n'y avait aucune agressivité dans son regard, seulement une volonté puissante de rétablir une vérité oubliée. Arrivé face au micro, il balaya lentement la salle du regard, s'arrêtant enfin sur le professeur Carrington, qui tentait désormais difficilement de masquer son malaise. D'une voix posée, mais chargée d'émotions contenues, Ibrahim Traoré déclara « Il est temps de révéler au monde une vérité que certains préfèrent ignorer. L'Afrique n'est pas ce continent vide de contributions que vous décrivez. Notre histoire, riche et profonde, mérite d'être reconnue à sa juste valeur. » À cet instant, tout le public comprit qu'ils allaient assister à quelque chose d'extraordinaire, une vérité historique, longtemps étouffée, allait enfin voir le jour grâce à cet homme courageux qui avait décidé de briser le silence. Alors qu'il se tenait face à la foule attentive du théâtre Kingsbridge, Ibrahim Traoré sentit ressurgir en lui le souvenir précis d'un jour lointain. À Ouagadougou, il était encore étudiant à cette époque-là, et il avait rencontré un homme qui allait changer le cours de sa vie, le professeur Mamadou Keïta. Keïta était un historien respecté dans toute l'Afrique de l'Ouest. Sa vie entière avait été consacrée à révéler les vérités cachées de l'histoire africaine. Souvent volontairement oubliées par le reste du monde, Ibrahim se rappelait encore très bien ce jour-là, dans la bibliothèque poussiéreuse de l'université, lorsque Keïta lui avait tendu un document ancien soigneusement enveloppé dans un tissu traditionnel. Le professeur Keïta lui avait alors murmuré, comme s'il confiait un trésor, « Ibrahim, voici un document précieux, une constitution rédigée ici même, en Afrique, bien avant les textes fondateurs occidentaux. Garde-la précieusement. Un jour, lorsque le moment sera venu, tu devras la montrer au monde. » À cet instant précis, Ibrahim n'avait pas pleinement saisi la portée de ces mots, mais désormais, face à l'affirmation insultante du professeur Carrington, il comprenait enfin la valeur de cette responsabilité que lui avait confiée Keïta. Il savait exactement ce qu'il devait faire aujourd'hui. La voix du professeur Keïta résonnait encore dans son esprit. Ibrahim ressentait profondément le poids d'une mission que l'histoire lui avait confiée. Il avait attendu longtemps, très longtemps, avant d'agir. Mais ce jour était arrivé, devant cette assemblée prestigieuse. Ibrahim Traoré savait qu'il portait sur ses épaules l'honneur de tout un continent. Il s'apprêtait à révéler enfin la vérité cachée, celle qui allait redonner à l'Afrique la dignité que certains avaient cherché à lui voler. L'aube sur Ouagadougou n'apportait aucun répit à l'atmosphère étouffante qui régnait depuis l'incident dramatique de la veille. À l'intérieur d'une salle de réunion étroite et sombre du siège du gouvernement, les ministres et les hauts responsables étaient rassemblés dans une tension palpable. Le président, Ibrahim Traoré, symbole de lutte contre l'injustice et le racisme latent dans la société, était toujours inconscient,
plongé dans un coma précaire. Sa vie, comme l'avenir du pays, tenait désormais à un fil face à cette crise. Le ministre Emmanuel Zongo imposait son autorité par un calme troublant, avec une détermination froide et sans appel. Il exigea la nomination immédiate d'un enquêteur indépendant, quelqu'un capable d'aller jusqu'au bout, sans état d'âme ni compromis. Le nom de Samuel Kabore surgit presque aussitôt, provoquant un malaise perceptible. Ancien directeur des renseignements, Kabore était réputé pour son intégrité absolue, mais aussi pour avoir été l'adversaire politique acharné de Traoré par le passé. Sa réputation ne souffrait aucune faiblesse, mais sa froideur et son impartialité étaient redoutées. En quelques heures, Kabore arriva sur les lieux, pénétrant dans le palais présidentiel d'un pas assuré, regard tranchant comme une lame. Dès son arrivée, l'ancien directeur du renseignement observa silencieusement chaque détail du décor. Rien ne lui échappait. Les restes du verre brisé, les visages encore marqués par le choc et la peur des témoins, et surtout l'étrange calme de Zongo. Tout cela était soigneusement enregistré dans son esprit méthodique, sans perdre une seconde. Kabore ordonna la fermeture complète des accès au palais. Personne ne pouvait sortir ou entrer sans sa permission explicite. La peur gagna rapidement les couloirs du pouvoir, chacun comprenant que désormais, ils étaient tous suspects potentiels. Son regard glacial s'arrêta particulièrement sur Emmanuel Zongo, comme s'il devinait intuitivement que cet homme dissimulait quelque chose d'essentiel. Une tension électrique traversa l'espace, mais aucun mot ne fut échangé. Kabore n'avait pas besoin de parler pour se faire comprendre. Il savait que derrière cette tentative d'assassinat, il y avait bien plus qu'une simple rivalité politique. Cette attaque visait à détruire l'espoir que Traoré avait patiemment construit un pays enfin libéré des chaînes invisibles du racisme et des intérêts étrangers. Et cette vérité-là, Kabore était déterminé à la révéler coûte que coûte, car pour lui, découvrir l'identité du traître signifiait sauver l'âme même de son pays. Face à l'auditoire du théâtre Kingsbridge, Ibrahim Traoré se sentait étrangement calme. Il avait attendu ce moment toute sa vie. Pourtant, une légère hésitation traversa son esprit. Était-il vraiment prêt à dévoiler ce secret au monde entier pendant toutes ces années? Il avait gardé soigneusement caché le précieux document confié par Mamadou Keïta, comme un trésor fragile qu'il fallait préserver à tout prix. Mais les paroles de Carrington avaient déclenché en lui une certitude profonde, le moment était arrivé. Il ne pouvait plus tolérer que l'histoire de tout un continent soit niée devant ses yeux. Cette vérité devait être révélée maintenant, ici même. Dans cette université prestigieuse, Ibrahim se souvint encore des dernières paroles de Keïta. Lorsque ce jour viendra, tu sauras exactement quoi faire. Aujourd'hui, face à ce professeur britannique si sûr de lui, il savait précisément ce qu'il devait dire et faire. D'un geste déterminé, il ouvrit lentement son attaché-case posé près de lui. À l'intérieur se trouvait le document ancien que Keïta lui avait remis autrefois à Ouagadougou. Ses mains frôlèrent délicatement le papier jauni par le temps. Ibrahim ressentit une émotion profonde, conscient qu'à cet instant précis, il s'apprêtait à changer la perception de millions de personnes sur l'Afrique. Il leva les yeux vers le public silencieux. Sa voix résonna clairement dans le silence attentif. Voici la vérité que le monde doit enfin entendre. Désormais, il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'heure de la vérité avait sonné. Ibrahim Traoré sortit lentement le document ancien de son attaché-case. Il leva doucement les feuilles jaunies par le temps devant l'audience captivée du théâtre Kingsbridge. D'une voix calme et assurée, il commença à parler. Voici la preuve que l'Afrique a offert au monde des trésors inestimables, bien avant que l'Occident ne prétende tout inventer. Il montra d'abord clairement les manuscrits anciens de Tombouctou. Ces documents révélaient l'existence d'équations mathématiques sophistiquées,
développé plusieurs siècles avant l'Europe. Le public était silencieux, attentif, surpris par ces révélations. Certains étudiants prenaient des notes, fascinés. D'autres regardaient Traoré avec une expression nouvelle, mêlant admiration et curiosité. Traoré continua, dévoilant ensuite l'histoire oubliée de l'université de Sankore, située au Mali. Il expliqua brièvement que ce centre de savoir attirait déjà des savants venus du monde entier dès le Moyen Âge, bien avant certaines universités européennes célèbres. Puis, avec détermination, il évoqua le texte précieux qu'il tenait entre ses mains, une constitution ancienne, écrite sur le sol africain bien avant la célèbre Magna Carta britannique. Chaque mot d'Ibrahim Traoré résonnait puissamment dans la salle, révélant une vérité longtemps étouffée. Carrington, toujours présent à quelques pas, semblait mal à l'aise. Son visage exprimait désormais plus d'incertitude que d'arrogance. Traoré termina cette première révélation avec une émotion contenue mais palpable. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour prouver la supériorité d'une civilisation sur une autre. Je suis ici pour rappeler simplement que chaque civilisation mérite respect et reconnaissance. L'Afrique, elle aussi, a sa place dans l'histoire. Ces mots marquèrent profondément les esprits. Chacun, dans cette salle, comprit alors que l'histoire officielle venait d'être défiée, peut-être pour toujours, pendant qu'Ibrahim Traoré révélait calmement les secrets historiques de l'Afrique devant un auditoire captivé. Le professeur Carrington s'était discrètement retiré en coulisses, isolé dans une petite pièce à l'écart. Il semblait profondément troublé. Son visage, jusqu'alors si sûr de lui, laissait maintenant transparaître une inquiétude réelle. Carrington passa nerveusement un appel rapide. À l'autre bout de la ligne, une voix inconnue lui répondit avec froideur, lui intimant fermement l'ordre de stopper la diffusion de ces révélations. Le professeur ressentait une pression immense. Il comprenait désormais clairement qu'il faisait partie d'un jeu dangereux, manipulé par une organisation influente dont l'objectif était de maintenir le statu quo historique. Il raccrocha, les mains tremblantes, le front humide. Il mesurait maintenant pleinement l'impact de son propre discours. Ce qu'il avait déclenché dépassait largement le cadre académique. Ibrahim Traoré n'était pas seulement venu contester ses affirmations. Il venait de mettre au jour des vérités capables d'ébranler des décennies de manipulations historiques soigneusement orchestrées. Carrington savait qu'il devait agir rapidement, mais il était démuni face à la détermination tranquille de Traoré. Celui-ci poursuivait imperturbablement sa démonstration devant le public, sans se douter des puissantes forces souterraines mobilisées contre lui à cet instant précis. Dans l'ombre, Carrington prit une décision. Il allait devoir affronter cette vérité qu'il avait contribué à dissimuler. Mais la question demeurait, comment pouvait-il désormais stopper un homme dont la sincérité et la force tranquille semblaient irrésistibles? Quelques minutes après son discours marquant, Ibrahim Traoré quitta tranquillement l'estrade sous les applaudissements nourris du public. Mais il ne pouvait pas deviner que dans l'ombre, une menace imminente se rapprochait de lui, alors qu'il avançait lentement vers la sortie arrière du théâtre Kingsbridge. Une femme s'approcha discrètement de lui. Elle se présenta rapidement comme Elise Morgan, journaliste britannique réputée pour ses enquêtes sensibles et courageuses. Avec une inquiétude palpable dans le regard, elle lui murmura quelques mots rapides pour le prévenir d'un danger imminent. Traoré sentit immédiatement la gravité de la situation. Ensemble, ils quittèrent discrètement le théâtre, cherchant à éviter toute attention inutile, mais très vite, dans les couloirs étroits et peu éclairés du bâtiment. Ils réalisèrent ce qu'ils étaient suivis. Des hommes inconnus, au visage fermé et hostile, s'étaient lancés silencieusement à leur poursuite. Le rythme cardiaque de Traoré accéléra. Il comprenait désormais que les révélations qu'il venait de faire étaient plus dangereuses qu'il ne l'avait imaginé. La vérité avait réveillé des forces puissantes et obscures,
déterminé à tout faire pour le réduire au silence. Élise guida Traoré à travers une série de portes dérobées qu'elle connaissait bien. Ils empruntèrent des escaliers de secours, traversèrent des couloirs désertés, dans une fuite précipitée vers la liberté. Au dernier moment, alors que la sortie semblait enfin proche, deux silhouettes apparurent brusquement devant eux, bloquant la voie. Un silence glaçant tomba sur le couloir. Traoré retint son souffle, cherchant rapidement une issue. Soudain, une porte s'ouvrit juste derrière eux. C'était le professeur Thomas Bennett, jeune directeur du département des études africaines, accompagné de plusieurs étudiants déterminés, sans hésiter. Ils firent un signe à Traoré et Élise de les rejoindre, leur offrant une issue inattendue et providentielle. Traoré réalisa alors qu'il n'était pas seul dans cette lutte pour la vérité. Mais il comprenait aussi que le chemin serait désormais semé d'embûches et que ses adversaires n'allaient pas abandonner facilement. Dans une salle discrète du département des études africaines de Kingsbridge, Ibrahim Traoré reprenait lentement son souffle. À ses côtés, Élise Morgan et le professeur Thomas Bennett échangèrent des regards préoccupés. Tous comprenaient maintenant la gravité réelle de la situation. Thomas Bennett, jeune directeur apprécié des étudiants, expliqua brièvement à Ibrahim que depuis des années, des pressions s'exerçaient discrètement au sein même de l'université. De puissantes organisations influençaient certains professeurs, les poussant à maintenir un récit historique biaisé, conforme à leurs intérêts économiques et idéologiques. Traoré écoutait attentivement, le visage sérieux. Sans interrompre, il réalisait désormais clairement pourquoi ces révélations avaient provoqué une réaction si brutale, derrière les discours en apparence académiques de Jonathan Carrington. Se cachaient en réalité des intérêts bien plus profonds. Des réseaux d'influence déterminés à garder la vérité sous silence. Élise Morgan apporta alors des précisions supplémentaires sur ses propres investigations. Elle travaillait depuis plusieurs mois sur ce sujet sensible, découvrant peu à peu des liens troublants entre certaines institutions académiques réputées et des groupes économiques puissants. Chaque fois qu'elle s'approchait trop près de la vérité, elle recevait des menaces anonymes, signe clair qu'elle dérangeait. Ibrahim comprit que leur combat dépassait largement une simple confrontation d'idées. Il s'agissait désormais d'un affrontement direct contre un système établi, déterminé à préserver une version confortable mais faussée de l'histoire. Traoré, silencieux, observa un instant ses deux alliés inattendus. Il comprit qu'il n'était pas seul dans cette lutte risquée mais nécessaire. Toutefois, il ressentait clairement que ce n'était là que le début d'une bataille complexe et dangereuse. Une bataille pour rétablir la vérité. Coûte que coûte, quelques heures après leur fuite mouvementée, Ibrahim Traoré se trouvait toujours avec Élise Morgan et Thomas Bennett. À l'abri dans un bureau discret du campus, Élise avait ouvert son ordinateur portable, affichant à l'écran une série de messages cryptés qu'elle avait reçus récemment. D'un geste rapide, elle fit défiler lentement les emails. L'un d'entre eux, particulièrement intrigant, attira immédiatement l'attention de Traoré. Élise expliqua brièvement que ce message anonyme contenait des informations sensibles, confirmant l'existence d'un réseau influent impliqué dans la manipulation historique. Ibrahim Traoré parcourut attentivement chaque ligne du message. Soudain, son expression changea brusquement. Il venait de reconnaître un nom qu'il n'aurait jamais pensé voir figurer parmi ceux qui tentaient d'étouffer la vérité. Il sentit une émotion vive le traverser, mêlant déception profonde et indignation silencieuse. Cet homme, autrefois admiré pour son engagement envers l'Afrique, était en réalité impliqué directement dans l'organisation obscure qui manipulait l'histoire depuis des décennies. Traoré peinait à accepter cette révélation, tant elle contredisait tout ce qu'il croyait connaître sur lui. Thomas Bennett, remarquant la réaction d'Ibrahim, échangea un regard préoccupé avec Élise. Il comprenait désormais que l'affaire dépassait largement leurs attentes. Derrière les apparences se dissimulaient des individus respectés,
capables de trahir leurs idéaux au profit d'intérêts cachés. Ibrahim Traoré reprit finalement ses esprits. Conscient que la bataille serait désormais plus difficile encore. Cette révélation inattendue représentait une menace supplémentaire. Mais elle renforçait également sa détermination à poursuivre jusqu'au bout. Il savait que la vérité finirait toujours par triompher, malgré les obstacles qui se dressèrent devant lui. Le lendemain matin, Ibrahim Traoré, accompagné d'Elise Morgan et de Thomas Bennett, décida d'approfondir la piste révélée par les messages cryptés. Leur enquête les mena discrètement vers un bâtiment isolé situé à proximité du campus de Kingsbridge. Ce lieu, rarement visité, abritait des archives historiques peu connues du grand public. À l'intérieur, ils découvrirent rapidement des dossiers poussiéreux empilés sur des étagères anciennes, soigneusement dissimulés au fond d'une pièce sombre. Chaque document portait la marque du temps, témoignage silencieux de vérités volontairement oubliées. Ibrahim ouvrit avec précaution l'un des dossiers, révélant immédiatement des informations troublantes. Des archives entières de textes africains avaient été confisquées et placées ici. Loin des yeux curieux, parmi ces documents, des manuscrits précieux venus du Mali, d'Éthiopie, et même du Zimbabwe étaient enfermés. Privés d'accès public, chaque texte représentait une preuve irréfutable des contributions scientifiques, culturelles et philosophiques des peuples africains. Ibrahim sentit une colère profonde monter en lui, mêlée à une tristesse sincère devant cette volonté délibérée d'effacer tout un pan de l'histoire. Élise documenta minutieusement la découverte, capturant des images rapides, consciente que ces preuves pouvaient disparaître à tout instant. Thomas, de son côté, observait avec gravité, réalisant pleinement l'ampleur de la manipulation historique exercée par certains pouvoirs académiques et économiques. Face à cette découverte majeure, Ibrahim comprit qu'il venait de franchir une étape décisive. La bataille ne concernait plus seulement un discours ou un débat public. Il s'agissait désormais de rendre au monde une vérité historique, une vérité trop longtemps cachée et délibérément enterrée. Quelques jours après la découverte des archives secrètes, une conférence exceptionnelle fut organisée à Kingsbridge. La grande salle était remplie d'étudiants, de journalistes et de professeurs venus assister à un moment historique. Ibrahim Traoré, désormais au centre de toutes les attentions, était invité à présenter publiquement les preuves incontestables découvertes dans les archives oubliées. D'une voix posée, il révéla méthodiquement les preuves accumulées. Les images des manuscrits anciens furent projetées clairement devant l'auditoire, déclenchant des murmures surpris et admiratifs. Chaque preuve apportée par Traoré dissipait définitivement les doutes sur les contributions africaines ignorées depuis si longtemps. À mesure qu'il avançait, les visages des étudiants se transformaient, passant de l'incrédulité à une reconnaissance sincère. Même certains professeurs, auparavant sceptiques, semblaient émus par l'évidence des faits présentés. Ibrahim observa discrètement Jonathan Carrington assis au fond de la salle, le regard fuyant, manifestement troublé. Thomas Bennett, debout à ses côtés, prit brièvement la parole pour exprimer publiquement ses regrets, promettant devant tous une révision complète du programme universitaire. Il reconnut courageusement les erreurs passées de son département. Suscitant une salve d'applaudissements sincères, Carrington, submergé par la pression publique, quitta discrètement la salle, conscient que sa crédibilité venait de disparaître définitivement. Ibrahim Traoré ressentit à cet instant précis une profonde satisfaction. Non pas pour avoir humilié son adversaire, mais parce que la vérité, enfin, avait triomphé. Ce jour-là, l'université Kingsbridge devint le symbole d'un changement profond, une reconnaissance officielle et sincère des richesses historiques de l'Afrique, trop longtemps ignorées par le monde occidental. Quelques semaines après la conférence historique, l'université Kingsbridge
décida d'ériger un monument symbolique au cœur de son campus. Ce monument représentait un grand intellectuel africain, oublié pendant longtemps des manuels d'histoire occidentaux, mais désormais reconnu officiellement par l'institution. La cérémonie d'inauguration fut émouvante et solennelle. Ibrahim Traoré y assistait en tant qu'invité d'honneur, entouré d'étudiants et de professeurs réunis en grand nombre. Le public observait avec respect cette statue symbolisant une vérité historique enfin rétablie. Le jeune professeur Thomas Bennett prononça quelques mots sincères, soulignant l'importance de ce moment. Il insista sur la responsabilité de l'université dans l'écriture d'une histoire juste, ouverte et inclusive. Son discours, bref mais profond, marqua durablement les esprits des étudiants présents. Ibrahim Traoré, silencieux et humble, ressentait à cet instant précis une émotion profonde. Il mesurait pleinement le chemin parcouru depuis ce jour lointain où Mamadou Keïta lui avait remis ce précieux document à Ouagadougou. Aujourd'hui, grâce à ses efforts, cette vérité longtemps ignorée reprenait sa juste place, en observant la foule rassemblée. Ibrahim sentit naître en lui un espoir sincère. Il comprenait que son combat ne s'arrêtait pas ici, mais qu'il venait de poser une pierre essentielle sur le chemin d'une histoire enfin libérée des préjugés et des mensonges. Ce monument, désormais dressé fièrement sur ce campus prestigieux, représentait bien plus qu'une simple statue. Il incarnait un symbole puissant d'espoir et de justice. À la fin de cette cérémonie symbolique, Ibrahim Traoré resta quelques instants seul, contemplant silencieusement la statue désormais érigée au cœur du campus. Autour de lui, les derniers étudiants quittaient lentement la place, le regard rempli d'admiration et de reconnaissance. Traoré se sentait profondément soulagé, mais aussi conscient du chemin qui restait à parcourir. Il savait que cette victoire, aussi significative soit-elle, n'était qu'une étape dans un combat plus large pour la vérité historique et la dignité humaine. Son regard calme semblait porter en lui toutes les luttes passées, toutes les batailles à venir. Il comprit alors clairement son rôle dans cette histoire. Il n'était pas simplement un président, ni seulement un témoin du passé. Il était désormais devenu un gardien vigilant de cette vérité si précieuse et si fragile. Une vérité qu'il fallait protéger constamment contre les forces obscures de l'ignorance et des préjugés. À ses côtés, Elise Morgan et Thomas Bennett restaient silencieux, ressentant sans un mot toute la force du moment. Ils savaient que leur tâche ne s'arrêtait pas là. Mais aujourd'hui, grâce au courage tranquille de cet homme, une brèche irréversible avait été ouverte. La vérité était enfin sortie de l'ombre, prête à inspirer une génération nouvelle, prête à changer le regard du monde pour toujours. Quelques jours après l'inauguration, Ibrahim Traoré devait repartir vers son pays, juste avant son départ. Il décida de rencontrer une dernière fois les étudiants de Kingsbridge, dans l'amphithéâtre. Des centaines de jeunes étaient venus spontanément pour l'écouter. Traoré parla simplement, avec humilité. Il évoqua brièvement le combat mené, rappelant qu'il ne s'agissait pas simplement de corriger une erreur historique, mais de poser les fondations d'un avenir basé sur la vérité et le respect mutuel. Il encouragea les étudiants à continuer ce travail essentiel, leur expliquant que c'était désormais à eux, la nouvelle génération, de protéger ces vérités redécouvertes. Les regards des jeunes auditeurs étaient attentifs, conscients de la responsabilité qui leur revenait. À la fin, Ibrahim observa calmement la salle remplie de visages déterminés. Il ressentit une profonde sérénité. Comprenant que son action avait dépassé largement ce moment précis, il avait transmis un héritage durable, tandis qu'il quittait lentement la scène. Il savait que ce jour-là, à Kingsbridge, une graine précieuse avait été semée, celle de la vérité, de l'espoir, et surtout, du courage d'affronter l'histoire avec honnêteté et dignité.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus passionnants sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour d'autres histoires inspirantes de développement personnel et d'autonomisation.